Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Eh merde, votre podcast vivant traitant des spectacles du même genre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'Opéra de Rennes pour rencontrer Louise Vigneault. Louise Vigneault, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Eh merde. On se rencontre aujourd'hui pour parler de votre nouvelle création Zaïd de Mozart. Cette œuvre est considérée comme un Singspiel. C'est un genre lyrique allemand qui alterne entre dialogue parlé, chanté et air. Il a été composé en 1780 et sa particularité, c'est qu'il est inachevé. Vous dites que votre mise en scène a tout à voir et rien à voir avec la version de Mozart. D'où ma première question, quelle histoire va découvrir le public en venant voir le spectacle ? Le public va découvrir un Zaïd où il y a en effet tous les airs de Mozart et sa musique. Enfin, il y en a deux qui ont été coupés. Mais voilà, la musique reste... les airs chantés sont vraiment Mozart. Mais il va découvrir une histoire réinventée par nos soins. Ça n'a plus rien à voir avec le sérail, ça n'a plus rien à voir avec une histoire d'esclaves chrétiens dans un monde musulman. Cette fois, c'est l'histoire d'un premier naufrage qui a eu lieu il y a 17 ans, où 3 enfants ont été recueillis sur une île et élevés indépendamment de tout autre monde, en fait, ont été élevés en huis clos. Et notre opéra commence le jour d'un nouveau naufrage, où arrive dans cette île une 4e personne. Et c'est la rencontre, en fait, avec cet étranger que nous allons raconter. Comme l'œuvre était inachevée, c'est une œuvre qui est mystérieuse. De quelle manière avez-vous essayé de comprendre le mystère de l'œuvre ? C'est vrai que ça a été un gros travail, en fait, de recherche autour des idées mozartiennes, d'essayer de comprendre, en fait, pourquoi cette musique était écrite et ce qu'il défendait avec et ce qu'il cherchait, lui, dans ses œuvres. Et c'est vrai qu'il y avait plusieurs choses dans les thèmes du 18e qui m'ont beaucoup interpellée, et puis les thèmes franc-maçonniques aussi, puisque Mozart était franc-maçon. La question de la liberté, la question du rapport à l'autre, de comment être un meilleur homme, toutes ces questions-là, la question de l'expérience, et notamment avec les francs-maçons, le rite initiatique pour devenir un meilleur homme et un meilleur humain, qu'est-ce que ça voulait dire ? Et donc c'est vraiment à partir de ces idées-là qu'on a cherché à réfléchir l'œuvre. La question du naufrage, j'en parle, mais parce que c'est très important dans les œuvres du 18e. Il y a souvent un naufrage originel qui permet un renouveau. Et donc dans ce renouveau, comment on se définit ? Et puis la question de l'ailleurs. Fort aussi au 18e, que ce soit dans les opéras, même Haydn, il y a des opéras qui se passent sur la Lune, ou au théâtre, ou les lettres persanes de Montesquieu, où ça se passe, Candide, Voltaire. Il y a toujours un attrait pour un ailleurs qui nous permet de parler de nous. Voilà. Donc c'est un peu autour de ces 3 thèmes qu'on a brodé notre histoire, et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le Zaïd par rapport à la question du sérail, etc. Mais je crois que ça a tout à voir parce que c'est fondamentalement dans les thèmes de Mozart. Et c'est vrai que Zaïd, il y a quelque chose d'assez bizarre dans cette œuvre, dans le fait qu'elle soit complètement inachevée. C'est qu'elle nous paraît impalpable et en même temps, on a l'impression de l'avoir déjà entendue. Il y a des notes qu'on retrouve dans la flûte enchantée, par exemple. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose où je me suis dit, en fait, dans cette œuvre, il faut qu'on fasse le lien avec les idées de Mozart. Voilà. Donc c'est vraiment ça qu'on a travaillé. Et on a rajouté un personnage qui est parlé et qui nous a permis aussi de faire le lien, un peu un personnage de narrateur, mais qui est aussi un magicien, une magicienne, on ne sait pas trop, qui correspond à des personnages comme Sarastro dans La Flûte enchantée, comme Prospero dans La Tempête de Shakespeare, mais des personnages qui permettent de faire le lien, de raconter, et de faire le lien, je dirais, entre aujourd'hui et hier, entre Mozart et nous, voilà. Et ça a permis, je crois, de réécrire cette œuvre. Et c'est ça, parce que pour la création de l'opéra, vous avez collaboré avec Alison Cosson pour l'écriture des parties parlées, mais également Robin Melchior pour les airs. Comment vous avez investi cette œuvre, tous les 3 ? En fait, on est vraiment parti d'une histoire. Je dirais vraiment de cette histoire où on s'est dit, avec Alison, moi je sentais qu'il était question d'une île, qu'il était question de ce personnage, Inzel, donc on a appelé, qui a élevé
les 3 enfants. En fait, c'est vraiment, plus j'en parle, plus je me dis qu'on a vraiment tout réinventé, parce que en fait, à la base, il y a l'histoire d'un sultan, Soliman, de 2 esclaves jeunes qui sont Gomatz et Zaïd, de Alazim qui est un esclave vieux, et de Osmine qui est un autre esclave. Osmine, nous on l'a enlevé parce qu'il n'y a qu'un air au début de l'acte 2, et c'est typiquement là l'endroit où c'est inachevé, c'est qu'on se dit que c'est jeté comme ça, mais c'est pas développé dramaturgiquement derrière. Pareil, il y avait un chœur d'esclaves qu'on a supprimé au début de l'acte 1, parce qu'en fait, s'il n'est pas suivi, c'est comme si il y avait comme l'introduction d'un chœur, et puis Mozart l'a lâché entre deux, donc on l'a lâché aussi. Ce qui nous intéressait, c'était donc l'expérience humaine, et on a décidé que Soliman, Alazim et Zaïd avaient le même âge, et étaient les trois noyaux de l'île. Et que Gomatz, qui est celui dont on tombe amoureux, qui est celui qui change les choses, était celui qui arrivait. Voilà. Donc on est vraiment parti de ça. On s'est dit qu'on gardait les airs de Mozart intégralement, qu'on n'enlevait rien, et qu'on gardait les textes, et qu'on gardait la musique. Et donc, autour, il a fallu reconstituer une histoire qui permette de tomber sur les airs, je ne sais pas comment dire, et qui permette de raccrocher les morceaux, quoi, en quelque sorte. Donc avec Alison, on a vraiment travaillé cette histoire, cette narration. Alison, ensuite, a vraiment écrit, traduit en mots les scènes, tout ça. Et ensuite, on a proposé cette histoire à Robin et Nicolas Simon qui est le chef d'orchestre. Et eux, à partir de là, ont décidé d'écrire une ouverture musicale, un interlude musical et un final, cette fois donc qui est vraiment une écriture d'air, puisqu'ils chantent, c'est un quatuor où les 4 chantent à la fin ensemble. Et vous avez parlé du fait que les personnages sont plus jeunes que dans la version entre guillemets de Mozart. La dernière fois qu'on est venu à l'opéra, c'était pour interviewer Phia Ménard pour sa mise en scène de l'œuvre de Jean Cocteau, Les Enfants Terribles. Dans cet opéra, Phia Ménard avait décidé de vieillir les personnages dans la fiction en plaçant l'action dans l'EHPAD. Du coup, vous, au contraire, vous rajeunissez ces personnages. Pourquoi ce choix ? Il y avait vraiment la question de la naïveté, de l'enfance et de... ça, c'est un thème du 18e qui est très fort, notamment avec la dispute de Marivaux, d'autres pièces de Marivaux, etc. Et puis un peu cruel, un peu bizarre sur l'expérience. Quand on extrait des enfants et qu'on les élève en dehors du monde et que d'un seul coup on les confronte au monde, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et c'était un peu la question qu'on se posait, donc on se disait que c'était intéressant de revenir à cette enfance originelle, à ce premier rapport au monde. Après, c'est drôle parce qu'on s'est dit qu'on le remonterait bien dans 40 ans avec les mêmes interprètes mais plus vieux. On essayant de voir ce que ça donne et ce que ça provoque dans le discours. On en a parlé tout de suite. En préparant l'entretien, j'ai beaucoup entendu et lu de votre part des termes comme enfermement pour parler du sérail qui est transposé en île dans votre mise en scène, de naïveté, vous l'avez dit, qui prend apprendre au sens de découverte aussi d'un mot nouveau, par exemple. Et tous ces termes m'ont renvoyé aux confinements successifs et à la crise sanitaire qu'on a traversée. Est-ce que du coup, cette période-là a eu un impact sur la mise en scène que vous avez pensé ? De manière inconsciente ou consciente ? Si ça a eu un impact, c'est inconscient. Après, je trouve que la question de l'enfermement est un sentiment, je dirais, assez commun dont on ne se rend pas compte. Et c'était un peu ça qui m'intéressait sur une île, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un sentiment de liberté, du voyage, etc. On a tous l'impression qu'on est assez libre et que tout va bien. Mais des fois, quand on se pose la question, on se rend compte que finalement, non. Il y a un système politique qui nous guide, qui nous enferme, qui nous bloque, et que cette liberté dont on a l'impression est peut-être factice. Et c'est ce rapport-là qui m'intéresse. Donc évidemment, le confinement qu'on a vécu, je pense, a démultiplié ce sentiment-là. Mais je crois qu'il arrive rapidement dans la société sans qu'on s'en rende compte. Et c'était ça qui m'intéressait, de voir comment on peut avoir l'impression que tout va bien, mais quand il y a quelque chose qui nous percute et qui vient nous présenter une autre face du monde, on s'aperçoit qu'en fait, les choses sont différentes. C'est vraiment la grotte de Platon, en fait. C'était vraiment ce sentiment de se dire, quand on est dans notre univers clos, on a l'impression que tout va bien, mais il suffit qu'on nous montre les choses d'un autre angle, et d'un seul coup, les problèmes apparaissent, et il y a une espèce d'exaspération ou de catalyseur en fait de ça, quoi.
Est-ce que c'est pour cette raison-là que vous avez gardé un peu, entre guillemets, la structure de l'opéra philosophique comme le conte philosophique de Voltaire pour parler de ces choses-là? Ah oui, oui. Ça, c'était vraiment la question du conte philosophique, très 18e. Et puis Mozart, c'est quand même ça aussi. On parlait de la flûte enchantée, mais la flûte enchantée, c'est un conte philosophique quand même sur la question de l'histoire et tout ça. Et c'est vrai que, pour le coup, quand on se dit on va réécrire, il n'était pas question de réécrire pour se faire plaisir, mais de quand même garder l'essence du 18e dans ce qu'on allait essayer de raconter. Donc c'est sûr que la notion de conte philosophique était très importante pour nous à garder dans notre système d'écriture. C'est pas votre première mise en scène à l'opéra, puisque vous avez déjà monté La Dame Blanche, ici à Rennes en 2020. Vous avez également monté de nombreuses pièces de théâtre. La différence entre ces deux genres, c'est qu'au théâtre, on chante pas ou très peu. En tout cas, c'est pas du lyrique. Pourtant, votre direction d'actrice et d'acteur ne s'arrête pas au moment où les artistes chantent. Est-ce que vous ressentez une différence dans votre manière de diriger des chanteuses et des chanteurs et des comédiennes et des comédiens ? Oui, les chanteurs ont a priori pas moins la notion de l'adresse. De savoir que quand on prend la parole, on parle à quelqu'un. Et que ça a du sens, ce qu'on dit à quelqu'un. Voilà. Donc il y a déjà ça qui est très très fort et que nous là on a vraiment commencé par un travail profondément théâtral de bien se dire qui parle à qui, quand, pourquoi, pour que ça soit et dans les textes parlés et dans les textes chantés, on ait toujours ce lien avec la narration qui fait que la parole a du sens pour quelqu'un, quoi. Je dirais qu'évidemment on n'a pas les mêmes outils au théâtre et dans la musique, et il y a une forme de pédagogie dans la direction de chanteurs, d'acteurs-chanteurs, plus importante qu'au théâtre où, quand les acteurs arrivent, j'ose espérer ils savent parler, ils proposent avec leurs instruments. Je trouve ça assez intéressant, la direction d'opéra, parce qu'on les aide à démultiplier leurs instruments et à théâtraliser leurs instruments. Après, c'est vrai que moi, je les considère comme des comédiens. J'essaye de les diriger dans ce sens-là, en fait, de vraiment leur amener la théâtralité. Ce qui est très intéressant, c'est que le chant demande beaucoup de technique et qu'il y a des fois des choses qu'on n'imagine pas, mais il y a des notes qui ne peuvent pas sortir dans certaines positions du corps. Donc après, ce qui est très intéressant, c'est d'arriver à dialoguer avec la technicité que demande le chant et trouver l'impact de la parole dans la technicité du chant. Voilà, ça c'est très intéressant. Et la dernière chose, c'est que la musique amène du rythme. Et qu'au théâtre, donc dans les scènes parlées, c'est à nous de créer le rythme. Alors que là, la musique nous impose son rythme. Donc il faut jouer avec ce rythme-là, quoi. Voilà, ça c'est très différent, c'est sûr. Pour en revenir à l'opéra philosophique, les questions qui sont soulevées sont assez universelles, l'altérité et même le pouvoir. Comment, de manière très concrète, vous avez traduit ces questionnements philosophiques au plateau? Je pense à la scénographie en fait, d'Irène Vigneault, par exemple l'idée d'ailleurs avec le paysage lunaire, etc. Je dirais qu'on a vraiment cherché à avoir un espace qui soit à la fois très concret, donc qui représente une plage, un rocher, et qui donne un rapport physique premier au corps concret, et en même temps qui soit un ailleurs qui puisse faire rêver le public, qui propose quelque chose qui n'existe pas ou à moitié. On s'est inspiré des plages d'Islande, des plages noires d'Islande, voilà, mais en effet qui peuvent rappeler la lune, voilà. Donc avoir ce rapport-là à la fois comme un conte philosophique, ancré dans le réel et en même temps complètement proposant un ailleurs complètement autre. Après, on a très rapidement parlé de volume, parce qu'on parle de rapport, de pouvoir, de l'autre, et évidemment ça pose la question des points de vue. Comment on regarde l'autre, d'où est-ce qu'on le regarde, quelle position on prend par-dessus ou par en dessous pour regarder, et comment on se met en jeu physiquement l'un par rapport à l'autre. Et c'est vrai qu'on a cherché une scénographie qui permette ces espaces-là. Il y a les plages d'Islande, ça m'a fait penser à Godland, le film qui est sorti il y a pas très longtemps. Et ça m'a fait penser, en tout cas on m'a soufflé en voyant les photos Dune, le film de science-fiction. Ouais. Et en fait, quand Gomatz arrive, il a un polo rouge et des baskets de marche. Et en fait, il m'a fait penser à Antoine de Maximi dans J'irai dormir chez vous. Oh, j'ai pas pensé à ça du tout. Non, nous, Gomatz, on voulait qu'il soit très contemporain. Ok. En fait, et que par rapport aux autres, où justement on a travaillé des costumes un peu plus, je dirais, une espèce de fantasme,
de la récupération, des choses comme ça. C'est vrai que Gomatz, on voulait qu'il arrive avec quelque chose. Voilà, il a un pull rouge Saint-James parce qu'on l'a trouvé dans le stock, mais avoir un pull vraiment contemporain, des chaussures un peu. C'est des pâtes au gaz, il y a le côté un peu armé ou pas, mais en tout cas chaussures de marche, quelque chose d'un peu sport, et en tout cas quelque chose qui soit d'aujourd'hui, quoi. Donc cette espèce de personne-là qui débarque, on voulait qu'il ait un peu un côté quand même marin, aventurier, voilà. Mais c'est le corps d'aujourd'hui qui débarque là-dedans, quoi. Donc pas les références à la pop culture, c'est pas forcément conscient. Pas tout à fait. Et ça doit l'être de façon totalement inconsciente de fait, parce que ça fait partie de notre monde. Mais le côté science-fiction, il était quand même conscient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai dit on pourrait être sur une plage d'Islande, mais on pourrait être aussi sur la Lune, dans les lumières, dans le travail des patines, dans le travail aussi scénographique, il y a certains éléments scénographiques, voilà. Le lever de soleil de Star Wars, où il y a les 2 soleils, des choses comme ça. Évidemment que c'est des images qui nous imprègnent et qui ont imprégné notre culture et qui font partie de nous. Donc c'est vrai que cet entre-deux, en fait, entre cette forme de science-fiction et de réalisme, c'est quelque chose qui nous intéressait beaucoup. Après, je voulais pas qu'on tombe non plus totalement dans la science-fiction, mais en fait, on l'a un peu quand même. Il y a des bizarreries. Par exemple, il y a le Inzel qui est bleu, ça c'est totalement tiré du 5e élément. Donc c'est ce dialogue-là aussi entre les cultures, entre le monde contemporain, d'hier, d'aujourd'hui, de plus tard. Enfin, voilà, on voulait qu'on soit dans des mélanges de temporalité. Ça, c'est clair que c'est quelque chose qu'on a cherché. Votre opéra part en tournée dans de nombreuses villes de France, telles que Nantes, Cornouailles ou encore Besançon. Dans la création lumière de Julie Lola Lantéry, la mise en valeur du cadre de l'opéra est forte, notamment au début et à la fin du spectacle. Suivant l'endroit qui vous accueille, est-ce que la scénographie évolue et l'espace scénique et ses contours ont-ils un impact sur le parti pris ? Bah oui, ça évolue toujours. Là, évidemment, on a joué avec le cadre qui est très beau. Je pense qu'on jouera quand même avec le cadre, quoi qu'il arrive, parce que c'est vrai que les prises de parole d'Inzel sont des prises de parole liées avec le public et cassent le 4e mur. Donc, il y a quelque chose du cadre qui nous intéresse. Après, c'est vrai que là, par exemple, on a mis en valeur cette tête qui est sur le cadre de Rennes, qui est magnifique, mais je crois qu'à Nantes, c'est le drapeau de la République française. Je ne le mettrai pas en valeur de la même façon. Voilà. Donc évidemment, en fonction des salles, on va évoluer, on va chercher. Mais c'est plus un rapport, je dirais, au 4e mur et à quelque chose qu'on vient s'amuser à casser et à remettre et à voir comment on plonge de temps en temps et on ressort de l'espace. Il y avait quand même cette question forte de l'expérience que mène Inzel, où elle n'arrête pas de dire, en fait, j'ai pris ces petits, puis j'ai voulu mener une expérience sur eux et à la fin, elle leur redonne leur liberté. Donc il fallait, je ne sais pas comment dire, signifier la boîte. Voilà l'endroit où en fait on va regarder à l'intérieur, on va plonger à l'intérieur d'une boîte et eux à la fois ont l'impression d'être libres et en même temps sur tout le côté jardin il y a tous ces projecteurs qui donnent comme l'impression que en fait ils sont quand même enfermés dans une forme de mise en scène et dans une forme de représentation. Donc ça c'est quelque chose qu'on va adapter au lieu en fonction de l'espace qu'on a, c'est sûr. Et on va chercher ça partout. Après, par exemple, le théâtre de Cornouailles à Quimper, c'est un plateau beaucoup plus large. Donc c'est vrai que l'île va être sans doute plus isolée dans le vide. Enfin voilà, c'est sûr qu'on est obligé d'adapter en fonction des lieux. Mais c'est ça qui est intéressant. Par contre, on garde les mêmes recherches. La boîte, l'expérience, le vide et l'ailleurs, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève cette nouvelle émission d'Émerdre, votre podcast vivant parlant des spectacles du même genre. Pour nous retrouver, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. À bientôt.